8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Pierre-Yves Cadalin. Il est porte-parole régional de la France Insoumise, chef de file aussi de la France Insoumise à Brest. Et il est venu exprès pour être en direct au micro de la matinale. Bel exploit quand on connaît les bouchons qu'il y a ce matin sur les routes bretonnes. Merci beaucoup d'être là en direct avec nous. Merci de l'invitation et on est à l'heure. Voilà, tout à fait, mais je le confirme. Et nous sommes en direct, je le confirme aussi. Pierre-Yves Cadalin, on est dans une rentrée très compliquée avec ces menaces qui pèsent sur l'énergie, avec des coupures possibles d'électricité. On en parlait ce matin sur l'antenne de Bretagne 5. Une rentrée sociale aussi qui s'annonce compliquée. On entend beaucoup la France Insoumise. Alors, on en dira un petit mot, un petit peu du fond et de la forme tout à l'heure. Mais est-ce que vous sentez qu'on va vers quelque chose qui va être compliqué au niveau des citoyens français, des citoyens lambda, des Bretons aussi? Tout à fait, il y a une grande souffrance aujourd'hui sur le plan social. Il y a également, et ça a été le cas partout dans le pays, mais on l'a vu ici en Bretagne avec les feux de forêt dans les monts d'Arrée, les feux à Brocéliande, un problème, une urgence écologique qui est absolue. Donc sur le plan social et sur le plan écologique, il y a effectivement une urgence. Et cette urgence et la façon dont nous avons à l'aborder, eh bien, elle doit être posée rationnellement, raisonnablement dans le débat. Ce que nous faisons sur le plan politique avec les propositions, le programme que nous avons porté dans le cadre de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, que nous continuons à défendre à l'Assemblée, et qui à la fois répond aux urgences, je pense qu'on va y revenir, mais également s'inscrit dans le long terme. Parce que ce que nous payons à cette rentrée, c'est le manque d'anticipation dans nombre de secteurs, du fait de la politique macroniste. Prenons par exemple l'école. 4000 contractuels qui doivent être embauchés comme ça sans formation. Eh bien, tout cela pouvait tout de même être anticipé. Cela fait des années qu'on sait que le métier d'enseignant est de moins en moins attractif. Dans l'hôpital, je discutais encore avec des syndicats à Brest et Muriel Lèvreau, la députée de Guingamp, va à la rencontre dans le cadre de notre opération Allo Ségur de beaucoup de soignants. Eh bien, tous nous disent nous sommes en situation dégradée. On rappelle les agents alors qu'ils sont en repos pour qu'ils viennent travailler. On est à bout. Cela également était anticipable. Lorsqu'on dit qu'il y aura moins de cardiologues parce qu'ils vont partir à la retraite, eh bien cela tout de même était également de nature à pouvoir être prévu par le gouvernement. Sur le plan énergétique que vous avez évoqué, Jean-Luc Mélenchon, il y a plusieurs mois, a fait une proposition très claire. Il a dit: nous allons au-devant d'une crise énergétique, il faut que la France négocie avec l'Algérie et que nous faisions d'une certaine façon un marché avec l'Algérie, leur gaz et leur pétrole contre nos stocks de blé, pour aller vite. Mais en gros, cela permettait d'anticiper la crise. Macron n'a rien fait et les Italiens nous ont doublés. Les Italiens ont négocié cette chose-là avec l'Algérie. Enfin, sur le plan de ces urgences et du manque d'anticipation, on voit également que notre modèle agricole est à bout de souffle. Il y a une lutte en ce moment près de Brest, à Landunvez, contre l'extension d'un élevage porcin. Encore cet élevage intensif dont on voit qu'il n'est absolument pas adapté à la situation, avec tout ce qui est lié aux intrants qui deviennent plus chers, si vous voulez, du fait du conflit en Ukraine. Et au niveau des débouchés, il y a également un problème. Donc on arrose, comme on a fait le plan port décidé par la région et de l'État, de millions ce secteur à perte. Donc tout cela, en fait, appelle des politiques de bifurcation, appelle une réorganisation de notre économie, une défense des services publics qui n'est pas au rendez-vous. Donc oui, et je termine avec cet élément de votre question, la rentrée sociale est d'une importance décisive. Le 22 septembre, les secteurs de la santé seront mobilisés, nous serons avec eux. Le 23, il y a la marche climat. Le 29, une interprofessionnelle pour dire qu'effectivement, sur la vie chère, sur le pouvoir d'achat, pour défendre nos retraites, on sera au rendez-vous. Et nous appelons à une grande marche en octobre contre la vie chère. Tout cela, pour dire à tout le monde, il faut continuer à se mobiliser. La phase électorale dont nous sortons, on n'a au fond rien tranché dans le pays sur les orientations politiques fondamentales. Donc il faut se mobiliser, s'organiser et pousser à une situation de clarification politique, car la situation d'impasse dans laquelle nous nous trouvons, doit trouver une résolution politique. Et cette résolution politique, je le pense, je le crois, et nous sommes nombreux à le penser, a sa réponse toute trouvée, notre programme
et espérons son application la plus rapide possible. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette rentrée, il y a beaucoup d'éléments aussi dans votre réponse, Pierre-Yves Cadalin, mais il y a aussi ces grandes angoisses. Vous avez évoqué la guerre en Ukraine qui, évidemment, pose une certaine forme d'insécurité pour le citoyen lambda également. On parlait tout à l'heure de l'électricité, de l'énergie. On risque de manquer d'électricité. On n'ose même pas y penser dans un pays tel que la France. On a des réacteurs nucléaires à l'arrêt. Alors là, il ne s'agit pas de poser le débat pour ou contre le nucléaire. Mais là encore, on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'anticipation. Et surtout, on a l'impression qu'au bout de la chaîne, quand même, c'est le citoyen lambda qui va devoir un petit peu supporter la facture dans un contexte que l'on connaît. Est-ce que vous craignez que le pouvoir d'achat soit vraiment touché par cette crise et qu'on arrive à des niveaux de peu de pouvoir d'achat qu'on n'a pas connu depuis très longtemps? Il l'est déjà en réalité. Si l'on prend le coût aujourd'hui d'un plein pour sa voiture, notamment dans les zones rurales où il est absolument nécessaire pour aller travailler, pour aller faire ses courses, de prendre la voiture, le coût de la vie s'est renchéri considérablement lors de cette année pour ces personnes. Et si l'on met ce coût qui s'est renchéri en comparaison avec les 18 milliards de bénéfices de Total, on voit bien le scandale. C'est pourquoi, là encore, il y a une campagne commune qui va être celle de la nouvelle Union populaire écologique et sociale pour demander une taxe sur les super profits. On ne peut pas accepter que dans la situation gravissime que vous décrivez, certains se gavent abondamment et que d'autres souffrent, le travail étant mal payé, précarisé. Aujourd'hui, 1/3 seulement des chômeurs sont indemnisés. C'est l'impact des réformes de l'assurance chômage d'Emmanuel Macron. Le logement se renchérit. Lorsque j'ai dit que je venais vous voir, j'ai demandé aux uns aux autres de me dire qu'est-ce que vous voulez bien que je raconte, et ils m'ont dit là pour les jeunes c'est terrible. Chez nous, les syndicalistes étudiants qui sont engagés, proches de nous, etc., me disent mais les jeunes ont du mal à trouver avec les loyers. Il faut bloquer les loyers, il faut bloquer les prix des produits de première nécessité, et il faut une politique à long terme pour faire baisser les prix. Imaginez que sur le logement, aujourd'hui en France, 3,5% des ménages détiennent la moitié du parc locatif privé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut taxer le patrimoine de telle sorte à remettre des biens sur le marché pour faire baisser les prix. C'est pas compliqué. On a des solutions simples à des problèmes concrets. Et ces problèmes concrets, je termine là-dessus, ils sont à 10 000 km du ton perla-moral qu'adopte Emmanuel Macron lors de cette rentrée, qui est insupportable. C'est la fin de l'abondance, comme si on était dans une situation mirifique depuis des années, ce qui n'est pas le cas. Peut-être lui et ses amis, mais certainement pas nous. Et là, encore récemment, alors sur la question énergétique, la clim. Il faut qu'on éteigne la clim. Les Bretons seront contents de l'apprendre, d'ailleurs, qu'il faut éteindre la clim, parce que ça serait la solution à la transition énergétique. Vous le savez, moi, je travaille sur la question écologique, mais c'est entre le rire et les larmes, un truc pareil. C'est absurde. C'est, comme je dis, un ton perla-moral qui est inacceptable, et c'est pas du tout à la hauteur de la situation. Donc il faut que le président arrête de se moquer de nous, et que, en tant que pays, on se mette vraiment à relever ce défi-là. Il y a beaucoup à faire. À Brest, là, on a installé avec Ifremer un prototype de digue, si vous voulez, qui peut produire de l'électricité. Ça peut aller vers l'autonomie énergétique des ports. Donc il faut continuer à se dire que cette source, l'énergie renouvelable, son développement, c'est quelque chose qui peut permettre au pays d'aller mieux, à des emplois d'être créés et se doter à tout le monde d'un horizon collectif positif. Alors, on va vous objecter finalement que le gouvernement a pris des mesures. Là, actuellement, il y a le Conseil national de la refondation qui sonne un peu comme Conseil national de la résistance. L'acronyme est le même en tout cas. Ils sont culottés quand même. Voilà. Donc, je vous laisse libre de vos propos. Donc, ce Conseil, beaucoup d'organisations, de partis politiques n'ont pas souhaité s'y associer. Pour vous, c'est un feu de paille ? En allant justement de Brest juste ici pour venir vous voir, j'entendais justement la représentante de Sud Solidaire, mais c'est la position également d'autres syndicats qui disaient mais quel scandale finalement de comparer
rien qu'avec le nom. Ce Conseil de la refondation avec le Conseil national de la résistance, dont la politique d'Emmanuel Macron remet systématiquement en cause les acquis, c'est-à-dire la puissance des services publics, la défense de la sécurité sociale, de la retraite, toutes choses que Macron souhaite attaquer. Donc il y a là une mauvaise plaisanterie et beaucoup ne veulent pas y participer. C'est-à-dire, dans le spectre politique, à peu près personne. C'est-à-dire que l'un de nos députés, Adrien Clouet, a une formule qui m'a beaucoup amusé. Il a dit, finalement, ce Conseil national de la refondation ressemble de plus en plus à une réunion d'appartement chez François Bayrou. Et c'est vrai, c'est un peu cela. C'est-à-dire que rien ne va en sortir. Des espaces délibératifs existent dans le pays, et notamment l'Assemblée nationale. Alors peut-être que cela gêne la Macronie, les macronistes, de ne plus y être majoritaires, mais si l'on veut délibérer de l'avenir du pays, c'est là que ça se passe. Et si ces délibérations ne mènent pas à une autre politique, parce qu'ils ne peuvent plus, et il faut bien qu'ils le comprennent, appliquer la même politique qu'auparavant, eh bien dans ce cas-là, on fait comme dans n'importe quelle démocratie parlementaire, on fait de nouvelles élections. Donc il va bien falloir que ce message-là passe dans la tête d'Emmanuel Macron, puisque dans les institutions dépassées de la Ve République, c'est lui qui a le pouvoir d'en convoquer de nouvelles. Peut-être qu'il va finir par comprendre. Alors, on a un petit peu reproché le style à la France insoumise dans l'hémicycle, en disant, voilà, ils mettent pas de cravate, hein, ça a été, c'était sur la forme. Voilà, vous n'en avez pas ce matin, moi non plus d'ailleurs. On a reproché un peu ce style, et puis ce côté un peu va-t-en-guerre, un peu brouillon, pardonnez-moi le terme, hein, vous allez me rectifier si je dis une bêtise, mais ce côté un peu brouillon, un peu rentre-dedans, pas digne pour certains des délibérations de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous répondez ? Vous voyez, je parlais du ton perd la morale d'Emmanuel Macron, et il y a dans certaines remarques qu'on subit, notamment certaines députées de notre groupe parlementaire, que ce soit la présidente de notre groupe, Mathilde Panot, qui fait un travail remarquable, ou que ce soit Rachel Keke, qui avait mené une lutte formidable qui a permis aux employés de l'hôtel Ibis de gagner, de conserver leurs emplois, d'avoir des augmentations de salaire. Les attaques qui leur ont été portés relèvent d'un mépris de classe traditionnel, c'est-à-dire on est mal habillé, on est mal rasé, on parle trop fort, mais pourquoi parlez-vous donc ? Je n'ai pas dit que vous étiez mal habillé. Non, mais cette ambiance générale, ça relève d'un mépris de classe traditionnel. Ça fait depuis le 19e siècle que lorsque on défend les intérêts des ouvriers, des classes populaires, des gens qui sont dans la précarité, eh bien on est taxé effectivement, de parler trop fort, pour une raison très simple, c'est que même si on parle très doucement, moi par exemple, j'ai tendance à parler plutôt doucement, mais même en parlant doucement, on dit mais pourquoi parle-t-il donc de tout cela ? Parce que ça ne les intéresse pas. Ceux qui aujourd'hui détiennent le pouvoir dans le pays n'ont pas envie de voir la réalité des gens qui, par exemple, gagnant moins de 1 300 € par mois, ont voté à 43% pour Jean-Luc Mélenchon au printemps dernier. Et de tant d'autres gens dans le pays qui se rendent compte que la situation est intenable. Quand Rachel Keke dit à l'Assemblée nationale vous n'avez jamais vécu avec ce que j'ai gagné par mois, donc c'est indigne ce que vous faites sur le pouvoir d'achat parce que vous vous rendez pas compte à quel point les gens sont dans une situation de misère arrivée au 15 ou au 20 du mois. C'est pas quelque chose de brouillon, c'est quelque chose de très clair qui renvoie à une réalité sociale précise, et cette réalité sociale est ignorée par à la fois les macronistes, mais tout le reste de la droite et de l'extrême droite, qui en fait font là leurs petites affaires, se disent que il faut défendre l'ordre existant, mais cet ordre-là, il est à la peine sur tous les fronts, comme nous avons commencé par le dire dans cette interview. Écologique, social, économique, l'ordre s'effondre, le gouvernement ne sait plus quoi faire, et la seule alternative raisonnable et qui répond aux urgences, c'est la nôtre, qui répond aux besoins des gens, sur le blocage des prix, sur la hausse des salaires, sur l'organisation planifiée, on parlait de l'énergie, un pôle public de l'énergie, faire les choses de façon sensée, en organisant, on sait le faire dans ce pays, je veux dire, on est un pays où on est un État organisé, ils n'ont pas encore tout détruit. Donc il faut se porter de l'avant comme ça et pas... réduire le débat politique, comme certains tâchent de le faire, à des petites phrases, des polémiques, et notamment des questions de style, parce que
On peut discuter du style à l'infini, mais le problème, c'est qu'il faut que les gens aient de quoi nourrir leurs enfants et de quoi loger tout le monde jusqu'à la fin du mois. On a le sentiment, on en avait d'ailleurs parlé à ce micro avec vous, qu'il y a une grande déconnexion de la part des citoyens français et, j'allais dire, des électeurs ou des non-électeurs, puisque les dernières élections, les dernières échéances électorales ont quand même montré un désamour pour la chose politique, alors qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent pour le climat. On pense à beaucoup de jeunes en particulier qui s'engagent pour le climat. Les gens ne veulent plus de cette politique-là. Il y a une déconnexion. Est-ce que vous, à la France Insoumise, vous voulez incarner une forme de reconnexion de la politique aux citoyens? Mais tout à fait. Et on propose de le faire d'une certaine façon en 2 temps. Car pour l'instant, ce qui est visible par tous, c'est que le macronisme, c'est le chaos. C'est le chaos dans tous les secteurs. Et nous en appelons à une politique de stabilité, une politique raisonnable, qui pourrait s'exercer, si le président est obligé à une dissolution, le plus rapidement possible, c'est-à-dire s'exercer à partir du Parlement. Ça risque d'être ingouvernable, c'est un petit peu ce que vous dites, dans les temps qui viennent, le pays. C'est-à-dire que Emmanuel Macron peut, et il a tâché de le construire lors de l'été, tenter d'avoir des majorités avec l'extrême droite et la droite, ce qui déjà en dit long sur la nature du pouvoir actuel, mais il peut tomber sur un os à un moment donné, que ce soit la réforme des retraites, que ce soit le vote du budget qui est un peu incertain, et donc il est ingouvernable dans un certain sens, c'est-à-dire qu'il peut ne pas trouver de majorité, mais en plus, il est ingouvernable dans le sens où leurs mesures ne répondent pas aux besoins actuels. Donc, leur gouvernement ne sait pas quoi faire. Donc, en fait, plus qu'un pays ingouvernable, nous avons aujourd'hui un gouvernement qui ne sait pas gouverner, qui est perdu. Parce que les solutions libérales qu'il propose ne sont pas du tout d'ordre et de mesure à répondre aux problèmes. Donc, le pays en soi n'est pas ingouvernable. Nous proposons justement un gouvernement large, celui de la nouvelle Union populaire, qui permettent de la stabilité et qui permettent d'engager aussi le chemin vers des institutions qui intègrent davantage les demandes démocratiques des citoyens. C'est notre idée de la 6e République. Si nous allons en campagne lors des prochaines élections parlementaires, non seulement nous allons proposer un gouvernement qui gouvernera sur la base du partage des richesses, de la planification écologique, mot d'ailleurs que nous a repris Macron, mais pour le vider de tout contenu, enfin ça c'est habituel. Mais nous demanderons également à ce qu'une 6e République puisse être engagée à partir de là. Parce qu'on voit bien qu'on est dans une impasse politique, il y a un dégoût d'une bonne partie des citoyens pour cela. Alors nous continuons, on sort les rames, on y va, on va à la conviction. À Brest, si je prends le cas de la campagne que nous avons menée en juin, cette fois-ci, nous nous sommes inclinés de 100 voix. La dernière fois, c'était 6000. Et entre-temps, il y a eu 10 points de participation en plus. Donc, l'effort militant, l'action, ça sert, c'est utile. Il faut, je le dis à celles et ceux qui nous écoutent, si vous souhaitez que le monde change, et il faut se mettre dans l'action, dans les syndicats, dans les associations, ou en rejoignant notre force politique, par exemple. Parce que c'est comme cela. Et parfois, ça peut apparaître un travail de fourmi, mais c'est comme cela nous allons y arriver. Nous venons de loin, nous reconstruisons une gauche qui a une idée très précise de ce qu'elle veut faire, sur un programme d'une rupture qui n'est pas une rupture pour le plaisir, qui est une rupture parce qu'elle est nécessaire et que l'ordre aujourd'hui économique ne correspond en rien aux besoins de la population et aux besoins de notre environnement. Donc cette cohérence-là, elle existe sur le plan programmatique, elle existe sur le plan de la stratégie politique, mais elle doit également continuer à être renforcée par une mobilisation militante importante. C'est ce qu'on fait concrètement, par exemple, avec des actions de solidarité, collecte de fournitures scolaires, collecte alimentaire, pour prêter main forte également au secteur associatif qui, là, se trouve en rempart de la société de pauvreté et d'exclusion construite par Emmanuel Macron. Le secteur associatif, d'ailleurs, qui alerte régulièrement sur la progression de la précarité dans notre pays, et y compris ici en Bretagne, qui était une région plutôt épargnée, ou en tout cas un peu plus épargnée jusque-là. L'union de la gauche, elle a été difficile à faire. Il y a eu des compromis, il y a eu parfois quelques portes qui ont claqué. Aujourd'hui, on entend des socialistes qui se mettent
en marge de la NUP, ou de la NUPS. En marche. Voilà, qui se mettent en marge, pardon. Il n'y avait pas de jeu de mots. Qui se mettent en marge de la NUP et qui disent, voilà, non, nous, c'est pas notre conception du socialisme, il est beaucoup trop agressif, il est beaucoup trop dur. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces dissidents, j'allais dire, de la NUPS? Ils peuvent relire le programme commun de François Mitterrand, ils peuvent éventuellement se renvoyer à ce qui devrait être leur propre histoire, celle du Front Populaire, et de l'histoire qu'au moment du Front Populaire, c'était très clair, les communistes et les socialistes, on disait les sans-familles, il faut leur prendre leur argent pour partager les richesses, donc si ça c'est trop dur pour eux, peut-être qu'ils se sont trompés d'adresse. Maintenant, des Bernard Cazeneuve, des François Hollande, des Stéphane Le Foll, ils sont responsables d'un quinquennat qui a été manifestement un échec total et absolu, qui a ouvert la porte à Emmanuel Macron et a participé de la destruction de l'État. On parlait du secteur énergétique, c'est sous ce quinquennat qui a été bradé Alstom Énergie, qui était un outil extrêmement précieux pour la planification énergétique et écologique dans le pays. Donc il ferait bien de balayer devant leur porte au lieu de commencer à donner de grandes leçons. Et moi, je veux insister sur le fait qu'au sein de la NUPES, j'ai rencontré encore avant-hier les responsables à Brest des différentes forces politiques, eh bien, il y a de l'énergie pour l'Union, il y a de l'énergie, et tout le monde a compris que c'est sur cette ligne de rupture qu'il faut aller. Lors des amphis de Valence, je rencontrais également un responsable du Parti Socialiste qui me disait évidemment c'est par là, et au contraire, quand vous écoutez par exemple quelqu'un comme Olivier Faure, vous sentez qu'il est heureux de renouer finalement avec un discours profondément de gauche, et je pense que si certains considèrent qu'ils n'y ont plus leur place, ils trancheront ça dans leur congrès, parce que tout ça c'est leur affaire interne. Mais en tout cas, moi je vois avec beaucoup de sympathie l'évolution du discours et des positions d'une partie du Parti Socialiste, et on va continuer à faire chemin commun. L'avenir en commun, c'est avec eux et avec tous les citoyens qui veulent bien continuer à nous rejoindre. Moi je l'ai dit à Brest, nous continuerons à être dans cette dynamique de l'union. On va aller aux manifestations ensemble et on va dire aux citoyens de venir nous retrouver à l'occasion de telle ou telle réunion ouverte, réunion publique. Et c'est en construisant du commun comme cela, eh bien, qu'on va arriver à produire le changement nécessaire dans le pays. On entend quelques voix qui s'élèvent, qui disent « Oh là là, si la NUPES arrive au pouvoir, on va ressortir la guillotine, tuer les riches. » Enfin, on entend ce genre de discours, on les lit aussi sur les réseaux sociaux. Bon, c'est peut-être pas religion, les réseaux sociaux, mais voilà, on voit ce type de propos. C'est pas rassurant, finalement. Que des gens puissent penser ça, s'ils le pensent vraiment, c'est pas rassurant pour eux. Il n'y a pas de chasse aux riches, finalement. Mais on est dans un pays qui a une tradition, et on est dans un pays qui a une tradition de l'égalité, et dans ce pays, en Bretagne, on est dans une région qui a une tradition encore plus forte de l'égalité, je crois. Il y a un attachement à cela. C'est quelque chose qui court depuis la Révolution française, mais qui traverse en fait culturellement le pays. Moi, je trouve ça extrêmement positif. Ça répond d'ailleurs à des enjeux qui peuvent être posés par la transition écologique, parce que les jets privés, un Paris-Nice, ça doit être pareil pour un Paris-Brest. Je ne sais pas s'il y a des jets qui font Paris-Brest, mais apparemment, il y en a plus qui vont vers le sud. Un Paris-Nice, c'est 1 an de voiture pour n'importe qui. Un seul Paris-Nice. Donc ces gens-là, j'en ai vu effectivement s'exclamer sur les plateaux télé, mon Dieu, ils nous interdisent les jets privés, ensuite ils voudront vider les piscines, mais s'il n'y a plus de flotte, on va continuer à arroser à fond du maïs et à remplir des piscines, au lieu d'essayer de réfléchir à notre modèle agricole et de se dire qu'effectivement une piscine privée, c'est peut-être pas la priorité s'il y a des situations de pénurie. La question de l'eau, elle est absolument centrale. Le seul à l'avoir posée cette année dans la campagne présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et à l'été, là, tout le monde fait semblant de découvrir, oh mon Dieu, il y a un problème. C'est un problème absolument essentiel. Il faut là aussi avoir une vision à long terme. Il faut peut-être d'ailleurs restructurer le territoire à partir des bassins qui sont les bassins hydriques. Je pense qu'à un moment donné, c'est tellement essentiel qu'il va falloir penser les choses très précisément de la sorte. Mais sinon, pas de souci, je pense que ça leur fera du bien aux riches de partager. Voilà, puis il y a les contre-exemples, les footballeurs du PSG et quelques propos qui ont été entendus sur les chars à voile. Voilà, ça vous a amusé, ça ?
Oui, je sais pas. Apparemment, Greenpeace a fait une action qui m'a beaucoup amusé. Ils sont allés avec un char à voile devant le PSG en disant qu'ils étaient prêts à le passer aux équipes. J'ai vu qu'à Bordeaux, eux, ils prenaient le train pour aller au match. Bon, ce qui est un peu frappant dans cette histoire-là, c'est là encore la déconnexion totale. Lorsqu'on voit l'entraîneur du PSG qui se marre, etc., mais c'est pas drôle. Le changement climatique, ça va pas être drôle, hein. Et il va falloir qu'on s'y mette, et donc qu'on s'y mette tous. Donc là, vous voyez, ça retombe sur l'impératif d'égaliser tout de même davantage les conditions sociales pour qu'on puisse faire face à ce défi immense, et on est prêts, et nous sommes prêts à gouverner, et on va continuer à se battre pour ça. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va conclure cet entretien. Pierre-Yves Cadalin, je rappelle que vous êtes porte-parole régional de la France Insoumise, chef de file également de LFI à Brest et sur sa région. Vous êtes venu précisément de Brest pour être en direct ce matin au micro de Bretagne 5. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.